Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information de ce soir au sommaire de cette édition. Exactement 32 ans que prenait fin la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Retour dans cette édition sur les résolutions de la dite conférence avec son porte-parole d'alors, feu professeur Albert Tevoidjere. Chaque 1er mars marque la journée mondiale de la protection civile. À quelques heures de cette célébration, le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique a adressé à la nation un message. La substance des propos est à suivre dans un instant. Puis un afflux massif de réfugiés ukrainiens est attendu dans le reste de l'Europe. Ils sont nombreux à quitter leur pays. L'Union européenne planche sur les solutions pour les accueillir. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci donc à toutes et à tous pour l'attention. Bienvenue dans ce journal 28 février 1990, 28 février 2022, exactement 32 ans que prenait fin la conférence nationale des forces vives de la nation à l'hôtel PLM Alejo de Cotonou. Plus de 500 délégués ont pris part à cette assise importante qui a conduit au renouveau démocratique. Retour 32 ans jour pour jour après sur les conclusions de la conférence nationale de février 1990 avec son rapporteur, feu professeur Albert Tevoidjere. Vous vous attendez donc que je vous rappelle ici vos décisions essentielles en ce qui concerne la direction des affaires de l'État. D'abord, vous voulez désormais un État de droit dans lequel le pouvoir est service. Vous voulez que l'autorité soit recentrée en son sens essentiel à autoritas, prendre les autres en charge pour les faire grandir. Vous voulez un État de droit où le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire soient clairement séparés. Et vous voulez une presse libre et responsable. Vous voulez aussi que puissent exprimer et fleurir des mouvements associatifs efficaces, des coopératives dynamiques et productrices de biens. Vous voulez que les hommes et les femmes de ce pays aient le droit absolu et inaliénable à mettre l'intelligence au centre de leur vie. Et vous avez bien voulu retenir ce mot d'un philosophe contemporain: quand l'intelligence déserte le forum, la médiocrité s'installe et tout finit en dictature. L'intelligence et l'imagination au pouvoir, vous avez résolu d'en faire désormais l'axe de notre organisation sociale et politique. Vous voulez que les libertés fondamentales soient garanties pour tous et que nul ne s'arroge le droit de chosifier l'autre et de le mettre à genoux. Notre peuple a souffert dans son histoire la tragédie de l'esclavage et de la condition servile. C'est donc par tragique écriture historique qu'aujourd'hui, avec l'aide de spécialistes qui ont fait leurs preuves, des nègres se retrouvent torturant et tuant d'autres nègres. C'est par tragique inculture historique que des gouvernements indépendants organisent eux-mêmes la dispersion de leur peuple à travers le monde, faisant de l'état de réfugié le moins anormal qui soit désormais en cet univers de violence et de haine. Ces décisions, dans le domaine politique, sont nombreuses. Les rapports, motions et résolutions seront tous retranscrits et publiés en temps opportun et urgent, dans leur intégralité. Mais, vous voulez que je vous rappelle l'essentiel. Nous avons décidé du changement. Nous aurons une nouvelle constitution à soumettre au référendum populaire dans les prochains mois. Cette constitution consacrera un régime entièrement démocratique pour un développement fondé sur le travail, la liberté et la solidarité. En attendant cette constitution et les élections législatives et présidentielles prévues pour janvier et février 1991, une structure de transition a été mise en place. Sous votre autorité de chef d'État, Monsieur le Président Mathieu Kérékou, un gouvernement sera installé
ayant à sa tête un Premier ministre, nous avons unanimement désigné Nicéphore Soglo. Autre information dans ce journal, je vous l'annonçais en titre, le Bénin va célébrer demain, 1er mars, la journée mondiale de la protection civile. Pour l'édition de cette année, les réflexions sont axées autour du thème « La gestion des personnes déplacées internes dans un contexte de pandémie » impliquant l'utilisation des agents bénévoles de protection civile. En prélude à la journée, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a adressé à la nation un message dont voici la substance. On écoute Alassane Seydou. Malgré l'engagement et les efforts combien importants que ne cesse de consentir le gouvernement, la lutte contre les crises et catastrophes doit être portée par les populations à la base dans une approche de coproduction de la protection civile. Dans cette perspective, le gouvernement a développé 2 nouvelles stratégies qu'il me plaît de rappeler ici afin d'exhorter tous les acteurs de protection civile, notamment les populations, à y adhérer pleinement. La première stratégie consiste, sous l'autorité de l'Agence nationale de protection civile, à prendre en charge les sinistrés des inondations et autres aléas désormais dans des familles d'accueil et non plus sur des sites d'accueil comme par le passé. Cette pratique novatrice a fait ses preuves dans la gestion des inondations des années 2020 et 2021, dans la mesure où elle a permis d'éviter les risques de propagation rapide de la COVID-19 qu'un rassemblement de grand nombre de sinistrés aurait pu occasionner sur un site d'accueil. La deuxième stratégie consiste au déploiement des pères, éducateurs et secouristes qui sont des volontaires identifiés parmi les populations et qui sont formés pour renseigner, sensibiliser et apporter les premiers soins et secours aux sinistrés avant l'intervention des services spécialisés de l'État. Avec les nouvelles menaces et risques éventuels auxquels les populations sont de plus en plus exposées et en raison du niveau élevé des dégâts des inondations de ces dernières années, il convient de densifier le réseau de ces pères éducateurs et secouristes par une mobilisation massive d'agents bénévoles de protection civile dans tout le pays. L'Agence nationale de protection civile est d'ores et déjà instruite pour ouvrir dans les prochains jours une campagne de mobilisation des agents bénévoles de protection civile. Je saisis l'occasion pour lancer un vibrant appel à tous les concitoyens pour qu'ils s'inscrivent massivement dans les registres qui seront ouverts à cet effet au niveau des élus locaux. Je demande aux leaders d'opinion, aux notables, aux chefs religieux et aux chefs traditionnels d'œuvrer à travers leur comportement, leurs propos, leurs prêches et leur vie quotidienne pour la paix et de coproduire la protection civile en restant mobilisés autour de l'Agence nationale de protection civile pour une meilleure gestion intégrée des crises et catastrophes. Dans la matinée d'aujourd'hui, une folle rumeur s'est répandue sur la toile annonçant le décès de la diva Aïcha Koné. Une information très rapidement démentie par des proches de l'artiste. À 64 ans révolus, cette baronne de la musique africaine s'est produite sur plusieurs scènes à travers le monde, révélée à la nation dans les années 70, bien sûr, révélée à la nation dans les années 70. Elle est jusqu'à présent la seule chanteuse ivoirienne à avoir obtenu 2 disques d'or et plus de 45 prix et trophées nationaux et internationaux. Longue vie donc à la diva Aïcha Koné. Actualité en dehors du Bénin, le président américain Joe Biden doit s'entretenir aujourd'hui en conférence téléphonique avec ses alliés. Il s'agit, selon la Maison-Blanche, de coordonner une réponse commune alors qu'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies se tient également aujourd'hui. Les 193 membres de l'AG devront se prononcer sur une invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela fait suite à l'adoption par 11 pays de la résolution portée par les États-Unis
l'Arménie et l'Albanie lors du Conseil de sécurité, bien qu'aucun retour n'est possible pour une telle saisine en vertu du règlement onusien. La Russie a voté contre tout en se montrant critique à l'égard du Conseil de sécurité. Suivez. La Fédération de Russie a voté contre le projet de résolution présenté en raison du fait que ses auteurs proposaient de constater que le Conseil de sécurité n'a pas exercé sa responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dans le même temps, nous n'avons pas vu ne serait-ce qu'une allusion à une tentative de parvenir à une solution constructive au Conseil. L'Ukraine demande une audience d'urgence et une ordonnance du tribunal de la Cour internationale de justice selon laquelle la Russie doit cesser son attaque illégale contre l'Ukraine. La Russie devra répondre de son comportement devant la Cour mondiale de la Haye. La Cour est compétente pour entendre l'affaire de l'Ukraine et ordonner des mesures d'urgence sur la base de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Un afflux massif de réfugiés ukrainiens est attendu dans le reste de l'Europe. Il a déjà commencé en raison de la guerre. Ils sont nombreux à quitter leur pays. L'Union européenne planche sur les solutions pour les accueillir. Suivez plutôt. Nous assistons à ce qui pourrait devenir la plus grande crise humanitaire sur notre continent européen depuis de très nombreuses années. Des millions de réfugiés potentiels. La Commission européenne avance plusieurs chiffres. Il serait 300 000 Ukrainiens à avoir déjà quitté le pays. La moitié d'entre eux se trouveraient en Pologne. Leurs passeports leur permettent de rester 90 jours au sein de l'Union européenne. Une période qui pourrait sensiblement augmenter au gré des circonstances exceptionnelles. Nous devons être préparés à un nombre beaucoup plus élevé de personnes qui essaient de venir ou qui veulent venir et qui devraient être les bienvenus dans l'Union européenne. Et c'est pourquoi je pense qu'il est temps maintenant d'activer une directive de protection temporaire pour soutenir les Ukrainiens. Dans le détail, cette protection temporaire implique la possibilité de rester 3 ans dans l'UE et de pouvoir y travailler. La France se montre favorable à cette proposition qui nécessite l'aval d'une majorité qualifiée parmi les États membres. Depuis 2001, et comme ça a été le cas déjà au Kosovo, il y a une réglementation spécifique qui est déclenchée par la Commission et votée par le Conseil des ministres de l'Intérieur qui serait cette protection temporaire. La France mettra ce sujet à l'ordre du jour dans quelques instants. Les différents États membres pourraient alors accueillir une part proportionnée des réfugiés ukrainiens. L'offensive russe a commencé jeudi matin dans le Donbass. Vladimir Poutine déclarait alors répondre à l'appel à l'aide lancé par les 2 républiques autoproclamées dont il avait reconnu l'indépendance 3 jours plus tôt. Le Donbass où les combats se poursuivent, là aussi, malgré le conflit, certains habitants ont décidé de rester. Suivez. Avoir l'état des immeubles environnants ravagés par des années de guerre, on pourrait croire que plus personne ne vit ici. Et pourtant, nous avons rencontré quelques personnes qui continuent de vivre dans ce quartier, et ce malgré les conditions de vie plus que précaires. En 2014, notre maison était en première ligne. On en parlait partout dans les médias parce qu'elle a été touchée par 42 ou 43 tirs directs. Les gens se mettaient dans les abris. Dieu merci, nous avons des sous-sols ici. Les gens se cachaient dans ces sous-sols. Ceux qui ont pu partir sont partis, les autres sont restés. Jusqu'à présent, les gens habitent ici, ne quittent pas cette place, ne quittent pas leur maison. Même si la plupart des dégâts remontent au début du conflit, les bombardements, eux, continuent. Vendredi, il y avait des tirs importants. La nuit, nous nous abritons dans un sous-sol. Il y a maintenant 3 personnes qui habitent dans cette partie de la maison. On courait jusqu'au sous-sol. Puis les tirs se sont poursuivis. Moi, je suis un peu sourde, je n'entends pas. Les projectiles sont tombés ici et nous nous sommes précipités tous vers le sous-sol. Je ne peux pas déterminer l'endroit exact, mais c'était... Ces derniers temps, les tirs sont permanents. Il y a des tirs de missiles. Les gens disent « c'est bon, on arrête là ». Mais alors que nous parlons avec cette habitante, le bruit des bombardements se rapproche, nous obligeant à abréger la conversation. Sur la route du retour, nous nous arrêtons sur le lieu des bombardements de la veille. Et voilà le résultat du bombardement de samedi soir dans lequel
Une vingtaine d'obus tirés du côté ukrainien ont atterri sur ce quartier résidentiel de Donetsk. Par chance, personne n'était dans cet appartement au moment où l'obus est tombé dessus. Entre les quartiers de Donetsk proches du front, quasiment abandonnés à leur propre sort, et ceux plus proches du centre-ville où l'on pourrait se croire davantage en sécurité, les obus ukrainiens continuent de tomber. Et cela fait presque 8 années que cela dure. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.